Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme l'annonce le titre, on va s'intéresser aux sorties littéraires. Et comme pour les précédentes vidéos de type wishlist, je ne fais pas sur les sorties qui vont arriver, mais bien sur celles qui sont parues à ce jour. Bien sûr, la sélection que je vous fais aujourd'hui est très sommaire. En effet, cette vidéo va regrouper et les sorties littéraires du dernier trimestre 2024, donc octobre, novembre et décembre, mais également les sorties littéraires de janvier, février, mars de cette année 2025. Donc 6 mois, ça fait un peu plus d'une centaine de titres qui m'ont plus ou moins tapé dans l'œil. Si jamais ces sorties vous intéressent dans leur intégralité, sachez que j'ai 2 articles à vous proposer et ça vous permettra peut-être de faire d'excellentes trouvailles, qui sait. Mais pour cette vidéo, je vais me concentrer sur 15 titres. Je les ai pris dans le désordre, il y a de la bande dessinée, il y a du manga, il y a de l'album jeunesse, il y a du roman, il y a donc un petit peu de tout et on va commencer avec le premier titre. Il s'agit d'une suite de séries qui, pour une raison inexpliquée, n'est toujours pas dans ma bibliothèque. Depuis le mois de janvier, je vais et reviens très souvent dans mon point de vente, le seul point de vente où il y a des livres par chez moi. Mais impossible de mettre la patoune dessus. Écoutez, je suis patiente, il finira bien tôt ou tard par apparaître dans le point de vente. En attendant, je ronge mon frein en regardant avec délice les lives qu'elle fait sur Twitch. Je parle évidemment d'Anna et l'Entremonde de Si et Marc Dubuisson aux éditions Glénat. Et plus particulièrement du 3e tome qui est sorti cette année. Je ne vais pas faire la fonde ou faire un résumé du tome 3, ce serait un petit peu moche de ma part, surtout si vous n'avez pas lu les 2 précédents, mais je vais quand même vous appâter avec le résumé du premier opus. Nous sommes donc en 1492, auprès des îles Canaries, où Anna et Domingo, 2 jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte au port de Las Palmas. Alors qu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans une fameuse expédition, celle de Christophe Colomb. Malheureusement pour eux, dans cette version de l'histoire, la Terre est plate et donc on ne va pas aux Indes, mais on s'apprête à découvrir un monde fantastique, puisqu'on arrive au bord du monde et donc en chutant, on arrive directement à l'Entremonde, un univers fantastique peuplé de pirates en tout genre. D'aventure en aventure, Anna, désormais séparée de ses amis, va devoir s'adapter à cette nouvelle contrée insolite, apprendre ses codes et apprivoiser ses curieux habitants. Peu à peu, elle va réaliser qu'un personnage menace l'Entremonde et que ce lieu est encore plus surprenant qu'elle ne le pensait de prime abord. Anna et l'Entremonde, c'est une bande dessinée jeunesse en 4 tomes, 3 sont déjà parus. Si est en train de faire le 4e que vous pouvez suivre sur Twitch si l'envie vous prend parce que c'est hyper intéressant. Et j'adore cette saga pour la simple et bonne raison qu'on est sur de l'aventure, on a des personnages truculents, c'est bourré d'humour, de scènes rocambolesques et drôles, c'est très touchant également, c'est très sympathique et agréable à suivre, les personnages sont géniaux. Et puis j'aime énormément la plume de l'auteur et j'adore les magnifiques planches de scie. Quand on présente un univers d'aventure, de piraterie, avec d'aussi belles couleurs, d'aussi beaux dessins et une plume absolument à mourir de rire, je ne peux que me précipiter dessus. Je ne regrette absolument pas d'avoir découvert les 2 premiers tomes qui sont pour moi un régal et j'ai vraiment hâte d'avoir le 3e, ne serait-ce que pour pouvoir relire les 2 autres. On va aller avec le titre suivant du côté de la magie, de la sorcellerie, du cozy fantasy et d'un roman. Je vous présente donc Brin de magie et village maudit de Jennifer Joffre aux éditions Rajo. C'est une parution de mars 2025 qui vous propose de suivre Léna qui est envoyée en stage chez la dénoueuse de magie de Pardugui. C'est le stage le plus nul. Les dénoueuses ne s'occupent que de problèmes magiques sans importance et Pardugui est un petit village perdu. Sur place, Léna découvre que sa maîtresse de stage est une usurpatrice qui a pris la place de la dénoueuse depuis quelques mois. Léna doit-elle la dénoncer ou peut-elle apprendre quelque chose à son contact?
et surtout, qu'est-il arrivé à la véritable dénoueuse de magie? On est donc là sur un roman à destination des ados, où on est sur, comme je vous le disais, un cosy fantasy. Et ma foi, j'ai craqué sur la couverture que je trouve absolument très chouette. Elle me rappelle un tout petit peu La Société très secrète des sorcières extraordinaires, mais on n'est clairement pas dans le même lectorat, hein. Je rappelle que le roman de Sangu Mandana est plutôt young adulte, voire adulte, là où ici on a l'air d'avoir quelque chose d'un petit peu plus gentillet et mignonné. Donc j'ai hâte, les premiers retours sont intéressants pour ma part. J'aime bien le côté petit village où il se passe des choses plus ou moins sombre puisque la dénoueuse de magie a disparu, on a affaire à une usurpatrice, on ne sait pas trop si elle a un lien avec la disparition de la dénoueuse de magie, on parle de stage, bref, je suis assez intriguée par l'univers mis en place. Ça a l'air de soulever des thématiques assez intéressantes en plus de ça, puisqu'on nous parle d'écologie, de décroissance. J'ai l'impression qu'on me parle également d'identité, de trouver sa place, le fait de traiter le sujet de la différence également. Donc c'est un peu ce qui ressort des premiers avis. Surtout qu'en plus de ça, on a l'air d'avoir un titre qui est assez chargé, assez bien écrit côté humour, et qui rappelle pour certains lecteurs, certaines lectrices, le petit brin de folie à la Terry Pratchett. Certes, je n'ai jamais lu Terry Pratchett, à mon grand regret, mais je sais à quel point son humour était mis en valeur, était vraiment porté au nu, et à quel point c'était un excellent auteur en matière d'humour et fantasy. Donc je suis curieuse. Il y a beaucoup d'éléments qui ont piqué ma curiosité, et j'espère pouvoir me procurer ce livre assez tôt. Restons donc dans la fantaisie, mais cette fois-ci allons dans un lectorat plus adulte avec le roman de Claire Crust qui s'intitule Le Golem de Pierre, et c'est aux éditions Nemos. On nous parle du fait que les hommes auraient oublié ce que les histoires, elles, se souviennent, à savoir que 300 ans auparavant, il y a eu une guerre des golems qui a ravagé le continent. Armes dévastatrices, les géants de pierre ont détruit maintes cités avant de trouver à leur tour une fin brutale. Yaé et Almé connaissent bien ce récit, conté maintes fois par leur grand-mère. Mais les jumeaux devenus adultes désormais ont leurs propres préoccupations. Yaé rêve d'indépendance et aspire à une vie différente en ville, tandis que son frère, lui, doit assumer son propre fardeau. Depuis son enfance, il entend la voix des esprits vivant dans les collines qui menacent sa raison. Les histoires cependant rattrapent parfois ceux qui les narrent. Lorsqu'une inconnue se présente au village décidée à faire revivre la légende des golems, le destin de Yaé et d'Almé se voit bouleversé. D'après les premiers retours, on a une histoire de fantaisie qui a une plume assez percutante, une ambiance assez prenante de ce que je peux remarquer, quelque chose d'assez doux amer avec de la mythologie et des influences très celtiques. J'aime beaucoup ce que le résumé nous vend, cette histoire de golem, il y a une guerre, apparemment on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais il y a une fin brutale. On nous parle de légendes à faire revivre, de contes oubliés, de frères et sœurs qui semblent vouloir quelque chose de très différent l'un et l'autre en matière de vie et d'avenir, mais qui vont se retrouver quand même mêlés à quelque chose qui les dépasse totalement. Donc j'ai l'impression que certes on a l'air sur de la fantaisie plus ou moins convenue, mais que la plume a l'air percutante, que l'ambiance a l'air très intéressante avec ses ambiances et ses pointes de mythologie celte. Donc je suis pas mal intriguée, surtout que c'est une autrice que je ne connais pas, donc ma foi j'ai hâte de découvrir aussi des nouveautés et des nouvelles plumes en matière de fantasy encore plus. Et donc ouais, magie, bataille, aventure, destin, plein de mots-clés qui m'intriguent et m'interpellent. J'espère avoir un de ces quatre l'occasion de pouvoir le découvrir. On est toujours dans du roman, on revient dans du young adulte et on est surtout sur la fin d'une trilogie qui m'a énormément plu depuis son premier tome,
Il s'agit de Curse Breakers tome 3, Un serment si noble et funeste, de Brigitte Kéméraire, aux éditions Le Livre de Poche, mais si vous cherchez le grand format, il faut se tourner du côté des éditions Rajo. Pareil que pour Anna et l'Entremonde, je ne vais pas vous faire l'offense de lire le résumé du tome 3, ça serait stupide de ma part, d'autant plus que comme je vous l'ai précisé à l'instant même, c'est le dernier tome, donc clairement il s'est passé des choses, et beaucoup de choses dans les tomes précédents, et le tome 3 va un petit peu gâcher la découverte si vous n'avez jamais entendu parler de cette série. Pour le résumé du premier opus, on est un soir dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement. Faisant fi du danger et partiellement handicapée, la jeune femme s'interpose, mais le kidnappeur décide alors de lâcher sa première victime pour emmener Harper avec lui. D'un coup de baguette magique ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées, orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr, un prince assez énigmatique qui est maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Grey d'enlever des jeunes femmes saison après saison. Mais ce qu'il tait, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Ainsi, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais on s'en détache assez rapidement pour être une relecture, on va dire, plutôt clin d'œil et référence au conte d'origine, mais clairement le tome 2, en tout cas si réécriture de conte il y avait, je ne l'ai pas vu. On va donc dire qu'on est sur un roman à destination young adulte, donc à pas mettre entre toutes les mains, puisqu'au-delà de la romance, même si elle est soft, on a quand même des histoires de guerre, on a quand même des histoires de meurtre avec cette bête assoiffée de sang, mais plus loin il y a la guerre qui pointe le bout de son nez, on a des histoires de famille, de secrets bien gardés, de magie, de peuples massacrés, et on a également beaucoup d'enjeux politiques, donc il y a une lecture qui gagne en complexité et en gravité au fil des tomes. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé. Je suis pas toujours très fan du traitement, que ce soit sur les personnages, les thématiques, l'univers qui au début manquait un peu de développement, ça se corrige par la suite. Mais malgré les couacs et les petites embûches ça et là, je reste assez fan du global, j'aime beaucoup cet univers et ces personnages. Et je suis impatiente de trouver le tome 3 en poche ou en grand format d'occasion, peu m'importe. Du moment que je peux terminer la saga, ça me va parfaitement. On va aller du côté d'une autrice que j'ai découverte l'année passée avec sa duologie L'Engrange-Temps qui a été un beau coup de cœur. Et cette année, Nell Pfeiffer sort son nouveau roman, un one-shot, Les Cités de Poussière aux éditions Hachette. Dans un monde où les rayons brûlants du soleil dominent, 4 uniques cités se dressent, chacune abritant des humains dotés d'un don spécifique. Les érudits dans la cité du savoir, les façonneurs dans la cité matérielle, les virtuoses dans la cité des arts et les mémoriaux dans la cité de Jouvence. Si ces cités prospèrent, c'est uniquement grâce à la poussière, une poudre dorée invisible à l'œil nu, s'échappant d'objets anciens. Celle-ci préserve non seulement les villes de la chaleur du soleil, mais est aussi utilisée pour créer de l'élixir de jouvence. Délia Serpentine, une jeune érudite, termine sa formation pour devenir conservatrice, une fonction cruciale pour la récupération des artefacts qui assurent la prospérité des cités. Elle est désireuse d'explorer les terres arides par-delà les remparts et ainsi contribuer à l'essor des cités dans une période où le déclin menace leur société. Toutefois, son destin bascule lorsqu'elle découvre un étrange grimoire dans le sous-sol d'un collectionneur. Les souvenirs enfouis dans l'objet l'obligent à se lancer dans une quête périlleuse aux côtés de Dante, le bras droit du chancelier, dans l'espoir de contrer l'effondrement des cités. Entre mensonges secrets et trahison, Délia découvre qu'elle a un rôle bien plus crucial à jouer pour ce qu'elle imaginait. Un résumé fort long, me direz-vous, mais qui donne quand même pas mal de choses qui, moi,
me plaisent à fond les ballons. Déjà, j'avais beaucoup aimé Langrange-Temps, j'adore la plume de l'autrice, j'adore les idées, les thématiques qu'elle avait soulevées avec Langrange-Temps, mais paraît-il que ces Cités de poussière, ce nouveau roman, a l'air beaucoup plus mature, beaucoup plus poussé, beaucoup plus développé que la duologie précédente, ce qui forcément attire mon attention, et ça se voit rien qu'au résumé, parce qu'on a quelque chose qui me rappelle un petit peu la dystopie Divergente, même si j'ai pas du tout aimé Divergente, mais j'aime bien ce côté 4 cités avec voilà, chacune leur spécificité. On a une histoire de poussière qui me rappelle quelque part un peu à la croisée des mondes, donc c'est je trouve un petit clin d'œil très chouette pour ma part. J'aime bien ce côté artefact où on lit la mémoire des objets, on retrouve un petit peu l'engrangetant quelque part avec cette forte présence des objets à mémoire, à souvenir, qui recèlent une magie en eux. J'aime beaucoup ce que je lis du résumé, ça m'attire énormément. Je trouve en plus de ça la couverture absolument magnifique. Donc je pense que c'est probablement le prochain titre qui me tarde de découvrir et surtout d'acheter, parce que je pense que je ne vais pas pouvoir me retenir très longtemps. Et les retours sont plutôt très bons. Je suis donc très intriguée par ce nouveau récit. Le titre suivant, c'est une parution qui me faisait déjà de l'œil et méga envie en grand format. Je crois même vous en avoir parlé déjà dans une vidéo wishlist. Il s'agit de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, le premier tome des Heures Fawcett, sorti en 2024, mais cette année, ce tome sort en poche. Et pour la petite histoire, on suit Emily Wilde, qui est une universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie. Elle travaille sur sa première encyclopédie féerique, mais s'il y a bien un sujet qu'Emily ne maîtrise pas, ce sont les gens. Emily débarque donc dans un village nordique pour étudier des recluses qui sont les fées les plus rares au monde. Lorsqu'elle est sur le point de percer le secret des recluses, l'insupportable rival élégant s'avère de plus en plus difficile à ignorer. Entre enlèvements, malédictions, contes de fées qui deviennent réels, Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. On est donc là sur un roman à destination young adulte, avec des vibes cozy fantasy, donc vous l'aurez compris, de la fantasy certes, mais aussi de la romance. Comme j'avais certainement dû le dire, soit dans un article de blog, soit dans une vidéo, Emily Wilde m'intrigue au plus haut point parce que j'aime beaucoup ce que me vend le résumé. J'aime bien ce côté universitaire, école de magie, recherche, le fait de sortir de l'Angleterre pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus nordique. Le fait qu'Emily travaille sur son encyclopédie, qu'on nous parle de fées, notamment des recluses, ça a l'air d'avoir son importance. Et puis surtout l'histoire de rivalité, amitié avec ce fameux rival, le professeur Wendell Bumblebee, Bumblebee, bref, Wendell. Et donc j'aime bien le côté un petit peu dynamique, peut-être du Grumpy Sunshine, puisqu'on voit qu'Emily est plutôt introvertie, peut-être plutôt réservée ou plutôt distante avec les choses, et que le fameux Wendell a l'air de quand même bien s'enjailler et de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc j'aime bien la dynamique, j'aime bien l'idée, j'aime bien le concept. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes. Je sais que le titre, voilà, il y a des gens qui ont été hyper enthousiastes, d'autres très déçus, certains plutôt mitigés. Personnellement, je ne sais absolument pas dans quelle catégorie j'irai, mais maintenant qu'il est sorti en poche, je suis vraiment impatiente de pouvoir découvrir ce récit. Le titre suivant est d'un auteur que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et dont j'avais vraiment hâte de pouvoir continuer la bibliographie parce que j'avais beaucoup aimé le roman que j'avais lu. Il s'agit de Jean-Laurent Del Socorro avec Morgane Pendragon. Le grand format est chez Albin Michel, mais le livre qui m'intéresse
est en poche et lui, on est aux éditions J'ai lu. On est donc là sur un roman à destination des adultes et comme beaucoup de romans de Jean-Laurent Del Socorro, on est dans ce parfait mélange entre fantaisie et histoire. Et pour le roman qui nous intéresse, vous vous en doutez peut-être au vu du titre, Morgane Pendragon, mais on est clairement dans la légende arthurienne. Pour ce titre, on va s'intéresser à l'île de Bretagne au début du 7e siècle. Morgane devient la nouvelle reine de l'ogre en s'emparant de l'épée de son père, Uther Pendragon, alors que son amant Arthur et tant d'autres ont échoué avant elle. À peine couronnée, la voilà déjà attaquée par des royaumes vassaux qui mettent en doute sa légitimité. Ce conflit en annonce un autre, plus dangereux. Une nouvelle religion arrive en Bretagne, le christianisme, et avec à sa tête l'archevêque de Canterbury. Morgane devra protéger sa foi, celle de la déesse. Pour mener ses batailles, elle pourra s'appuyer sur Merlin, le druide qui l'a protégée et formée, ainsi que sur les chevaliers de sa table ronde nouvellement créée. Promise à des victoires éblouissantes, mais aussi à d'amères défaites, réussira-t-elle à échapper au venin mortel de la trahison? Jean-Laurent Del Socorro, je l'ai découvert avec Royaume de vent et de colère, qui se passe à Marseille durant les guerres de religion, donc aux alentours du XVe siècle. Et j'avais surkiffé le roman que j'avais trouvé, certes court, moins de 300 pages en version poche, mais qui était percutant, hyper bien écrit, les personnages super attachants et ce mélange incroyable entre la fantaisie, la magie et l'histoire était vraiment fascinant. J'ai bien aimé le mélange de points de vue parce qu'on suit plusieurs personnages, donc c'était une très belle découverte et une très bonne expérience de lecture. Et depuis, j'ai mis pas mal de romans de l'auteur dans ma wishlist sans jamais vraiment m'y attarder plus que nécessaire. Donc là, j'espère, avec la sortie poche de Morgane Pendragon, pouvoir retrouver la plume de l'auteur parce que je sais très bien que l'auteur va faire un excellent travail sur ce récit, sur cette réécriture de la légende arthurienne, donc je lui fais complètement confiance là-dessus. Je sais qu'il va parfaitement bien doser la magie, le côté mythologie, peut-être un brin celtique, avec le côté très historique, donc l'arrivée de la religion monothéiste. Je sais qu'il est capable d'écrire des choses très tendues en termes d'action, très nerveux aussi, et je sais qu'il est capable de faire de très bons personnages féminins. Je l'ai vu avec Royaume de vent et de colère, donc vraiment sur ce titre j'y vais les yeux fermés. J'adore l'auteur, j'adore ce qu'il fait, j'adore le concept de mélanger fantasy et historique, et en plus de ça j'aime énormément la légende arthurienne, donc je suis très contente et j'espère me procurer cet ouvrage rapidement. On change complètement de salle et d'ambiance et on va aller du côté d'un album jeunesse qui respire l'hiver, le pôle Nord, le froid. Et ça tombe bien que je vous parle de pôle Nord puisque le titre de cet album c'est Pôle et Nord. C'est un album que l'on doit à Cachel Gourlet et qui est édité aux éditions Gallimard Jeunesse. Paul est une petite fille toujours de très bonne humeur qui vit sur la banquise. Nord, lui, est un ours polaire grincheux qui tient beaucoup à sa vie solitaire. A priori, rien ne destine ces deux personnages à se rencontrer, sauf que Nord meurt de faim et que l'igloo de Paul se trouve sur le chemin de l'ours ronchon. Que faire alors? Manger la petite fille? Partir? Ou devenir son ami? Cet album jeunesse est à destination petite enfance, mais on a surtout une grande aventure d'amitié, beaucoup d'humour, de ce que je comprends quand je regarde la couverture, quand je lis le résumé et également les quelques avis que j'ai pu glaner ça et là. Et surtout, on a une petite pointe d'écologie puisqu'on parle également de fonte des glaces. Donc, je suis curieuse. Je vous avoue que quand j'ai vu cet album apparaître dans ma timeline sur Livre Addict, j'ai complètement craqué sur la couverture. Sur le titre, avec le jeu de mots Pôle Nord, ça me fait dire qu'il a l'air d'être très sympathique, très touchant, mignon, très intéressant sur les thématiques et les messages développés. Je suis plutôt curieuse de pouvoir le découvrir. Je vais enchaîner avec une autrice dont j'avais adoré le
premier tome de sa trilogie. Et pareil, j'ai jamais pu terminer la trilogie, donc j'espère d'abord pouvoir terminer les mystères de Larry Spem avant de me plonger dans cette nouvelle saga, puisqu'il s'agit là d'un premier tome. Je vais vous parler de Lucie Pierrat Pajot avec Au large des villes et que l'on doit aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans un futur proche, Bunny, 17 ans, vit sur une île poubelle. Quand son père et sa sœur sont enlevés, elle part à la poursuite des villes. Dans ces luxueuses cités flottantes, les privilégiés dotés d'un aplomb peuvent accéder à un monde virtuel, la dentelle. Adam, richissime héritier lourdement handicapé dans la réalité et designer de génie dans la dentelle, rêve d'une vie complètement virtuelle. Jusqu'au jour où son compte est hacké. Les destins des deux adolescents que tout oppose vont bientôt se croiser. Comme je vous le disais, Lucie Pierrat Pajot, j'ai adoré le premier tome des mystères de Larry Spem. Je trouvais qu'elle avait une bonne plume, des bonnes idées, qu'elle faisait un bon travail sur la reconstitution un peu historique et le côté un peu uchronie de sa trilogie. Donc j'avais beaucoup aimé et par conséquent je lui fais entièrement confiance. Un autre de ses romans, mais un one shot, me faisait envie également. Et là j'ai vraiment craqué sur le côté un peu science-fiction, ce côté un petit peu écologie versus un peu cyberpunk, avec le côté la dentelle, le monde virtuel. J'aime énormément le fait qu'on va parler aussi de handicap. Bref, toutes ces thématiques, tous ces éléments, toutes ces choses ont allumé mon curiosomètre à fond. Et vraiment, j'ai hâte de me plonger dans ce récit, en grand format ou en format poche, je ne sais pas encore, mais je suis vraiment impatiente parce que il a l'air très intéressant. Avec le livre suivant, je vais vous parler d'un auteur dont j'ai énormément entendu parler, mais sur lequel je me suis jamais arrêtée. Pourtant c'est pas faute de mettre ces livres dans ma wishlist et de lorgner sur les livres quand je passe devant à la médiathèque, mais rien n'y fait. Je franchis pas le cap, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que comme il est vraiment porté au nu, j'ai peur d'être très déçue. Mais en tout cas, il faudra vraiment que je me lance parce que plus le temps passe, plus ces récits m'interpellent et m'intéressent. Je parle de T.J. Klune et de la sortie poche de La maison au milieu de la mer céruléenne. Le grand format est aux éditions de Saxus et la version poche est également assurée par cette même maison d'édition. On est là sur un roman à destination des adultes ou young adultes, mais vraiment assez mature, on va dire. Et au vu du résumé et des chroniques des uns et des autres, on a cette vibe cosy qui, moi, me tente énormément. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix, faire son devoir ou écouter son cœur. Ainsi, je trouve personnellement que je retrouve un petit peu cette vibe, la société très secrète des sorcières extraordinaires. J'aime bien ce côté île perdue au milieu de nulle part, avec des protégés qui, semblerait-il, seraient dangereux, mais je suppose que ça va pas tellement être le cas, ou alors, petit twist, on va voir que l'orphelinat se tient très bien. Bref, il y a plein de petites choses qui font penser à quelque chose d'assez cosy, mignon, qu'on s'intéresse aux personnages, à leurs histoires, à leur vécu, à quelque chose qui va être très poussé sur la psychologie, sur les émotions aussi. Donc je suis impatiente vraiment parce que ça fait partie de ces récits qui ont une très bonne presse
et qui vraiment plaisent énormément à beaucoup de lecteurs et de lectrices. J'ai jamais lu TG Clown, donc même pas un extrait pour voir un peu de quoi il en retourne, donc je suis curieuse. J'espère vraiment que cette année ou dans un temps très prochain, je puisse au moins me faire une idée sur l'auteur et découvrir celui-ci, parce que je pense que de tout ce qu'il a écrit, c'est celui qui me tente le plus. On va aller du côté d'un manga et d'une perfecte édition qui plus est, puisque je vais vous parler de Pandora Hearts de Jun Mochizuki aux éditions Kiun. La perfecte édition de Pandora Hearts permet de regrouper plusieurs tomes en un seul. En l'occurrence, je crois que ce sont des doubles tomes. Donc au lieu d'avoir une saga en 24 tomes, je crois que la saga est prévue sur 12. Je pense. À moins que je dise complètement n'importe quoi, auquel cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais il me semblait que c'était un petit peu ça en termes de ratio. En plus de ça, je crois que la Perfect Edition permet d'avoir des livres un tout petit peu plus gros, enfin un peu plus grands en termes d'espace et de pagination. Je pense notamment au Sailor Moon ou au Full Metal Alchemist qui ont eu aussi des Perfect Editions qui permettent d'avoir des formats un peu plus gros par rapport à un manga classique. Et que dire de plus si ce n'est que Pandora Hearts, je les avais empruntés à ma sœur et j'ai bien aimé cette saga. Peut-être beaucoup moins les Mémoires de Vanitas, mais bon, c'est un petit peu normal, je suis moins dans cette vibes vampire et tout ce qui s'ensuit. Alors que Pandora Hearts m'attirait beaucoup plus puisqu'on est sur une espèce de relecture, réécriture d'Alice au Pays des Merveilles. Du moins, il y a énormément de références à Alice au Pays des Merveilles. Et du côté du résumé, on est sur Ose Vessalius, 15 ans, et l'héritier d'un des grands duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore absolument tout. Dans cette prison à l'égard du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. C'est donc un manga, un shonen à destination d'un public adolescent, voire mature plus parce que tout de même, de mes souvenirs, on est quand même sur une histoire qui dépote assez sévèrement, pas mal de violence, de petites choses un petit peu sanguinolentes, donc c'est pas un manga fait pour toutes les mains. Néanmoins, j'ai trouvé que c'était un manga qui avait une réécriture extrêmement intéressante de Alice au Pays des Merveilles et qui avait quelque chose de très développé, très poussé, minutieux dans la construction de l'univers et de ses personnages qui ont une grande complexité, beaucoup de messages, de thématiques très intéressantes également. Et puis quelque chose d'un peu sarcastique dans l'humour, quelque chose de très sombre et mature. Donc vraiment une ambiance, un univers et des personnages qui sont à mes yeux inoubliables et atypiques. Donc si vous avez l'occasion de découvrir Pandora Hearts, je ne peux que vous conseiller cette Perfect Edition. Moi pour ma part, j'aimerais avoir cette Perfect Edition pour me replonger dedans et voir un petit peu ce que j'en pense quelques années après avoir lu la saga dans sa première version. Et en plus de ça, pour ne rien gâcher, puisqu'il y a quand même 2 tomes déjà qui sont sortis, les couvertures elles envoient quand même du pâté. Je trouve qu'elles sont très belles. Donc en ce qui me concerne, c'est l'instant nostalgie qui parle. Grand running gag aussi de l'année passée, je vous ai parlé d'Emily Wilde, je vais vous parler d'un titre qui, je pense, avec Tisseur de sorts de Frances Hardinge, c'est probablement le titre que je cherche désespérément à mettre la main dessus depuis plus d'1 an maintenant. Je vous avais parlé d'un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Et bien sachez que depuis le temps que je cherche à mettre la patoune dessus, je ne l'ai toujours pas fait. Mais en plus de ça, ironie du destin, voici que le tome 2 est sorti en poche lui aussi.
le tome 2 du Café Marble, un lundi parfum matcha de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu pour le poche et Nami pour le grand format, est sorti très récemment. Ce qui fait que désormais j'ai donc 2 tomes à trouver désespérément. Michiko Aoyama, c'est une autrice que j'ai découvert en lisant La bibliothèque des rêves secrets, qui est vraiment un très gros coup de cœur de mon année passée. J'ai beaucoup aimé cette ambiance très littérature japonaise, avec quelque chose de lent, contemplatif, introspectif, délicat, tout mignon, avec des beaux messages. J'ai bien aimé cette bibliothèque et notamment sa bibliothécaire qui est assez atypique et qui propose, selon les lecteurs, les lectrices qui se perdent chez elle, un livre en particulier qui va les aider, qui va un petit peu bouleverser, basculer leur quotidien. Et j'avais bien aimé cette vibe très cosy, très doux, très réconfortante et apaisante. Donc j'avais passé un excellent moment sur ce one shot et je m'étais dit bah ça serait trop bien de me jeter sur sa saga Le Café Marble, parce qu'on a l'air d'avoir un petit peu, j'allais pas dire une copie de Tant que le café est encore chaud, parce qu'on n'est vraiment pas sur le même style d'écriture et absolument pas sur le même concept, mais c'est cette littérature que j'aime beaucoup, cosy, tranche de vie, et j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Et pour la petite histoire, on est à Tokyo avec un petit café caché sous les cerisiers le long de la rivière Meguro et qui accueille toutes les semaines une mystérieuse habituée. Chaque jeudi, Madame Cacao, comme la surnomment gentiment les employés, commande un chocolat chaud avant de s'installer à la même table en bois proche de la baie vitrée. Et chaque jeudi, elle sort un délicat papier à lettres et se lance dans la rédaction d'une longue missive. Une routine immuable qui ne manque pas d'éveiller la curiosité du serveur jusqu'au jour où Madame Cacao éclate en sanglots devant sa tasse. De Tokyo à Sydney, c'est le début d'un voyage entremêlant 12 tranches de vie dans ce roman choral qui invite le lecteur à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. Quant au tome 2, on retrouve apparemment cette formule de roman choral qui entremêle 12 tranches de vie avec différents apparemment personnages qu'on va un petit peu rencontrer. Je ne sais pas si ces personnages sont plus ou moins vus dans le tome 1 ou pas, donc dans le doute je m'en tiendrai à ça. Je pense que vous en savez suffisamment de toute façon pour voilà, vous dire si oui ou non ça vous intéresse comme type de lecture. En tout cas, moi je suis impatiente de découvrir enfin, j'espère, le Café Marble. La transition est toute trouvée avec le titre suivant puisque je vais rester dans la tranche de vie, le contemporain, le doudou, le réconfortant et l'apaisant, et surtout avec un titre des éditions Nami. En effet, je vais vous parler d'une saison à l'atelier de poterie. Et donc là, je pense que je vais très probablement écorcher et très mal prononcer le nom de l'autrice coréenne. Il s'agit de Yeon So-min. Nuit blanche à répétition, week-end inexistant. Après des années à travailler d'arrache-pied, Jeong-min claque la porte de la chaîne de télévision qui l'emploie et s'enferme dans son appartement pendant des mois sans contact avec le monde extérieur. Un chaud matin d'août, alors qu'elle se décide à sortir pour la première fois, elle pousse par hasard la porte de l'atelier de poterie du quartier. Accueillie par l'odeur de l'argile, la lumière tamisée et les effluves de café, l'héroïne se sent revivre. À mesure que la propriétaire l'initie à l'art ancestral de la poterie, elle découvre le plaisir de transformer l'argile de ses mains. Et à mesure que les créations révèlent leur beauté à travers la chaleur du four, effectivement, l'héroïne va croiser la route de toutes sortes d'habitués de l'établissement et forcément, ça va impacter le quotidien de notre personnage principal. Vous vous en doutez, on retrouve un petit peu cette même patte, cette même vibe, une intrigue qui semble peut-être convenue dans son concept, un lieu qui est voilà, visité par plusieurs clients, plusieurs habitués et des quotidiens qui vont s'entremêler, qui vont se rejoindre autour, là en l'occurrence, de la poterie. Donc je trouvais le concept assez intéressant. Peut-être que le concept sera vu et revu. En tout cas, moi, je lui trouve quelque chose de différent et d'intéressant dans le sens où on a l'air de parler quand même d'une dépression, d'un burn-out assez carabiné et qui de l'autre côté m'interpelle pour la thématique de la poterie
de l'atelier de poterie, d'autant plus que le récit est centré sur la Corée, là où on change complètement du Café Marble, où on était sur Tokyo, on est beaucoup sur de la littérature japonaise en général, là on est sur de la littérature coréenne, donc je suis d'autant plus curieuse de savoir ce que ça va donner. Pour l'avant-dernier titre de cette sélection, je vais parler d'une autrice que j'aime beaucoup, qui m'a fait énormément plaisir avec sa saga pendant une décennie complète, à savoir La Passe Miroir. Je parle évidemment de Christelle Dabos avec sa nouvelle parution Nous. Et ce roman à destination des adolescents qui est de la science-fiction, notamment de la dystopie, et bien ce roman est paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Nous est une humanité qui ressemble à la nôtre à un détail près, et pas des moindres, tout le monde a un instinct au service de la collectivité. Nous, c'est aussi et surtout l'histoire de Claire, une confidente un peu trop secrète, de Goliath, un protecteur un peu trop casse-cou, et de bien d'autres destinées qui vont se lier à la leur. Et puis dans nous, tout est parfait. Est-ce que tout est parfait? Rien qu'au résumé, on voit à quel point on a affaire à l'autrice de La Passe Miroir et à sa façon de triturer, de jouer avec les mots, de construire quelque chose avec des concepts assez intéressants et fascinants. Là, on a cette espèce d'humanité, de nous. On nous parle de dystopie qui a des allures en fait d'utopie, donc de monde idéal, mais une fois qu'on farfouille dans les recoins, on s'aperçoit que la coquille se fissure et je suis parfois très intriguée parce que on a certes quelque chose de très science-fiction, dystopie, mais on nous parle quand même de pouvoir magique, enfin, d'instinct, de don apparemment. Donc je fais entièrement confiance à l'autrice pour livrer un récit passionnant de A à Z. Déjà, j'aimerais rattraper mon retard en lisant ici et seulement ici, mais celui-ci me fascine énormément. En plus de ça, je trouve la couverture très intrigante. Alors certes, il y a celle dans la version collector en hardback qui est très belle, je trouve, mais la version avec illustration est assez captivante, je trouve. Donc ouais, hâte de me plonger dedans. Et enfin, le voici, le voilà, le dernier titre de cette sélection. Il s'agit de Sorceline, le tome 7, Le serment d'Hippocrate, de Sylvia Douillet au scénario et de Paola Antista aux illustrations. Le tout disponible aux éditions Vent d'Ouest. Sorceline, c'est une bande dessinée fantastique à destination de la jeunesse où nous avons un premier cycle avec 5 tomes qui forment une première saison, une première intrigue et comme on le laisse présumer la fin du tome 5, un deuxième cycle est apparu avec les tomes 6 et 7 pour le moment. En ce qui me concerne, j'ai les 5 premiers tomes, mais je n'ai toujours pas mis mon nez dans ce second cycle, c'est pas faute d'en avoir envie. Donc je n'ai toujours pas lu le tome 6, mais oui, je vous parle du tome 7, parce que ça me permet aussi de parler de Sorceline, qui est une chouette série de bandes dessinées jeunesse, je trouve. Et l'histoire de Sorceline, c'est une ado qui se retrouve en fait dans une île pour faire un stage. Mais pas n'importe quel stage, un stage en cryptozoologie, c'est-à-dire l'étude, soin des créatures et animaux fantastiques. Évidemment, elle n'est pas seule à vouloir faire ce stage, il y a d'autres ados comme elle, passionnés par la même thématique, et donc tout ce petit monde va vivre moult aventures autour non seulement des personnages en eux-mêmes, de leur passé, de leurs liens, mais aussi en rapport avec évidemment la cryptozoologie, donc les créatures et animaux fantastiques. Ainsi, une histoire va nous occuper du tome 1 au 5 et évidemment certains éléments soulevés dans le tome 5, certains personnages rencontrés dans le tome 5 vont amener le lecteur, la lectrice à se pencher sur le second cycle qui lui apparemment nous amène ailleurs, toujours dans ce monde fascinant des animaux et des créatures fantastiques, mais avec de nouveaux personnages et bien sûr un nouveau fil rouge. En regardant les résumés et les avis, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de
plus impactant, de plus intéressant, de plus poussé et développé, mais qu'on reste sur la patte Sorceline. Donc j'ai hâte, parce que je trouve les couvertures absolument magnifiques, les illustrations sont merveilleuses et passionnantes à regarder, le texte est chouette, les personnages sont très intéressants, très sympathiques à suivre aussi. Donc en ce qui me concerne, j'ai hâte de pouvoir rattraper mon retard, parce que je trouve que Sorceline est une série vraiment très intéressante. Les personnages sont sympathiques et attachants. J'aime beaucoup cette communauté d'étudiants qui se soutiennent, qui s'entraident, malgré les petites chamailleries. J'aime énormément ces histoires de famille, de secrets, de mystères à résoudre. Ça a un goût de retour à l'enfance qui fait plaisir, qui, moi, me convient parfaitement. C'est juste ce qu'il faut pour avoir ce côté automnal, frissonnant sans trop en faire. Certes, certains diront que c'est pas assez développé, poussé. Moi, au contraire, je trouve que c'est juste ce qu'il faut en matière d'aventure pour émerveiller, pour voilà, rêver. Donc c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup cette série. Et bah, je ne sais pas s'il y aura le tome 8 cette année. En tout cas, j'ai déjà pour objectif de rattraper mon retard avec les tomes 6 et 7. Ainsi s'achève cette vidéo wishlist. Je vous ai présenté 15 titres qui sont entre guillemets dans mes priorités en termes d'achat, de trouvailles, d'occasion, neuf ou médiathèque, bibliothèque, peu importe. Parce que j'ai vraiment très envie de retrouver certains univers et de les poursuivre, de terminer des sagas ou de retrouver tout simplement certains auteurs, certaines autrices dont j'aime beaucoup la plume et le travail. Donc ouais, c'est une sélection que j'aime beaucoup et j'espère avoir dans les mois et les années à venir l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose ici. Bien évidemment, et je me répète, si vous avez envie d'avoir un peu plus à vous mettre sous la dent, n'oubliez pas de regarder dans la barre de description les liens vers les articles de mes blogs, où là, si vous lisez les deux en un seul coup, vous avez quasiment plus d'une centaine de recommandations livresques entre octobre 2024 et mars 2025. Donc je pense que vous avez de quoi agrandir vos wishlists. Bien sûr, l'espace commentaire est là si vous avez tout simplement des recommandations à me faire qui seraient dans le même style que les livres que je vous ai présentés. Si vous avez vraiment des livres qui vous ont sur-hypé durant ces derniers mois ou qui vous tentent là dans les prochains mois, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ces titres, si vous les avez lus, s'ils sont dans votre wishlist ou non, dans votre pile à lire. Vous avez l'espace commentaire, il est fait pour ça et je serai ravie de lire et de vous répondre. Comme toujours, et blabla du YouTube Game habituel, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!